Le 28 avril 1945, Italie, Giulino di Mezzegra, Villa Belmonte. Un tir sec de mitraillette déchira l'air de l'après-midi et résonna. 2 corps s'effondrèrent contre le mur de pierre. Un homme qui avait autrefois commandé des millions de personnes et une femme qu'il avait aimée jusqu'à la mort. Leur nom, Benito Mussolini et Clara Petacci. Pourquoi l'homme le plus puissant d'Italie fut-il exécuté comme un criminel ordinaire ? Quelle fut la réaction de Mussolini en apprenant qu'il allait être fusillé ? Comment les partisans ont-ils traité les corps qui ont plongé le monde dans le choc ? Avez-vous le courage de découvrir ce qui s'est passé ensuite ? Regardez jusqu'à la fin de cette vidéo et découvrez comment l'une des exécutions les plus brutales de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale a poussé Adolf Hitler à décider de se suicider. Avant de commencer, nous nous dirigeons vers 100 000 abonnés sur notre chaîne. Cela peut sembler lointain, mais avec votre aide, nous pouvons certainement y parvenir. Abonnez-vous maintenant, appuyez sur j'aime et faites partie de cette histoire. L'Empire fasciste, Mussolini et Clara Petacci. Benito Mussolini gouverna l'Italie d'une main de fer depuis 1922, d'abord en tant que Premier ministre nommé par le roi, puis en éliminant les vestiges de la démocratie pour devenir un dictateur absolu. Connu sous le nom d'Eugelius, il imposa un nouvel ordre fondé sur la force, la propagande et le culte de la personnalité. Il transforma l'Italie en une machine de guerre, une scène du régime fasciste disciplinée, militarisée et totalement soumise à sa volonté. Sous son commandement, l'Italie s'engagea progressivement sur la voie de l'autoritarisme, des aventures coloniales et finalement de la catastrophe. Mussolini ne marcha pas seul sur ce chemin. Il s'allia étroitement avec Adolf Hitler et l'Allemagne nazie, devenant l'allié le plus proche du dirigeant sur le continent européen. Les 2 dictateurs éprouvaient une profonde admiration l'un pour l'autre. Hitler voyait en Mussolini le pionnier du fascisme moderne, le précurseur et le maître qui avait déjà transformé l'Italie en État dictatorial avant qu'il ne prenne le pouvoir en Allemagne. Mussolini, quant à lui, était fasciné par l'énergie révolutionnaire et la puissance militaire du Troisième Reich. Unis par des idéologies similaires et des ambitions impérialistes, les 2 hommes plongèrent toute l'Europe dans la guerre. Mais en 1945, cet empire construit sur l'orgueil, la violence et la propagande s'effondrait. Alors que la fin de la Seconde Guerre mondiale approchait, les forces de l'Axe étaient en difficulté. Les Alliés progressaient rapidement dans le nord de l'Italie, les troupes allemandes battaient en retraite, et le peuple italien, épuisé par la guerre et la répression, commençait à tourner le dos à l'homme qu'il avait autrefois acclamé comme son sauveur. Pour comprendre à quel point son exécution fut brutale, il faut regarder au-delà de l'image d'un tyran déchu. Il faut voir l'homme derrière la rhétorique, un homme vaniteux obsédé par sa propre image. Mussolini n'était pas un simple politicien, il n'était qu'un maître de la mise en scène pour les masses, un maître de la scène. Ses gestes théâtraux, son éloquence hypnotique, ses discours orchestrés devant les foules transformaient les places publiques en scène et les foules en public. Chaque action visait à provoquer la peur, la crainte ou la soumission. Mais derrière ce personnage public se cachait un monde intérieur moins connu, celui de ses passions. Benito Mussolini, bien que marié à Rachel, mère de 5 enfants, fidèle et discrète, menait une vie amoureuse intense et souvent scandaleuse. Rachel acceptait silencieusement ses trahisons comme le prix à payer pour être l'épouse d'un homme puissant. Aux yeux du régime, elle était la femme fasciste, idéale, obéissante, maternelle et austère. Mais la véritable clé de Mussolini se trouvait ailleurs. En 1932, lors d'une visite au bord de mer, sa vie changea à jamais. Conduisant une Alfa Romeo Gran Turismo Zagato rouge, Mussolini remarqua une jeune femme de seulement 20 ans. Ses yeux brillèrent en le voyant. Elle n'était pas une simple passante anonyme. Clara Petacci était une fervente admiratrice depuis son adolescence, et cette rencontre alluma une flamme qui ne s'éteindrait pas avec le temps, même au milieu de la guerre. Clara était issue d'une famille aisée, traditionnelle et fidèle au régime. Son père, médecin du Vatican, lui légua non seulement une situation financière stable, mais aussi une vénération presque mystique pour Mussolini. Adolescente, Clara manifestait déjà son obsession pour lui. À l'âge de 14 ans, après une tentative d'assassinat contre le dictateur, elle écrivit dans son journal «
Pourquoi n'étais-je pas à tes côtés? Pourquoi n'ai-je pas étranglé cette femme meurtrière? Ce n'était pas une simple passion politique, mais un dévouement aveugle, une idolâtrie. Quelques années plus tard, lorsque Clara eut l'occasion de rencontrer Mussolini en personne, sa détermination était inébranlable. Mussolini, habitué aux approches fréquentes des femmes, ne put résister au charme de cette jeune femme qui le regardait comme si elle se tenait devant un dieu. Il accepta de la revoir au palais de Venise, Palazzo Venezia, où la vénération se transforma en un sentiment plus profond, plus intime et plus dangereux. Clara avait 28 ans de moins que Mussolini. En 1934, elle épousa l'officier de l'armée de l'air Riccardo Federici, mais le mariage devint rapidement un fardeau. Son cœur était déjà pris par un autre homme. En 1936, elle se sépara officiellement de son mari pour se consacrer à l'amour qu'elle avait longtemps cultivé. Après 1937, Clara fréquenta régulièrement le Palazzo Venezia. Sa relation secrète avec Mussolini n'était connue que d'un cercle restreint de proches. Clara et Mussolini se parlaient quotidiennement au téléphone, les conversations durant parfois des heures. Extrêmement jalouse, elle apaisait son anxiété par ses appels téléphoniques et consolidait sa position dans sa vie. Mais Clara ne se contentait pas d'être une simple maîtresse. Pour elle, Mussolini était une figure messianique, le réformateur de l'Italie, un être investi d'une mission sacrée. Son dévouement dépassait le cadre de l'amour. Elle le considérait comme l'archétype de l'homme idéal, fort, impitoyable, invincible. Mussolini, ravi de cette adoration, répondait non seulement par des mots, mais aussi par des privilèges. Il accorda des avantages à toute la famille Petacci, faisant prospérer le cabinet médical de son père, soutenant la carrière de son frère, employant son oncle comme peintre officiel et ouvrant les portes du cinéma à la sœur cadette de Clara. Clara elle-même fut généreusement récompensée. Elle reçut des villas luxueuses, des allocations considérables, des bijoux, des vêtements français et des privilèges que les Italiens ordinaires ne pouvaient même pas imaginer. C'était la forme la plus discrète de corruption du pouvoir. Non pas une richesse manifestée par de hautes grades militaires ou des contrats de plusieurs millions de dollars, mais une richesse cachée dans l'intimité, lors de dîners secrets, dans des lettres passionnées. Clara Petacci était le reflet vivant d'un régime qui assimilait le pouvoir à la possession et l'amour à la soumission. Mais cette histoire d'amour tragique annonçait encore une fin brutale. La Seconde Guerre mondiale. En septembre 1939, lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata, l'Italie hésita. Malgré son accord avec Hitler, Mussolini maintint d'abord la neutralité, évaluant les risques et attendant le moment opportun. Mais lorsque les victoires allemandes se succédèrent en Europe occidentale, le dictateur italien saisit l'occasion. Croyant déjà à la victoire, il déclara la guerre à la France et à la Grande-Bretagne en juin 1940 pour profiter de la gloire de la guerre. Au cours des années suivantes, l'Italie marcha fièrement aux côtés de l'Allemagne nazie. Mussolini ordonna des opérations militaires sur plusieurs fronts, l'occupation de la Grèce, l'offensive en Afrique du Nord contre les Britanniques et la participation désastreuse à l'opération Barbarossa lors de l'invasion de l'Union soviétique. C'était une ambition excessive qui démontrait une loyauté aveugle envers Hitler, tout en ignorant la dure réalité de l'armée italienne. Mais ces opérations révélèrent une vérité que la propagande ne pouvait dissimuler. La machine de guerre italienne était fragile, mal équipée, mal commandée et désorganisée. Les soldats italiens marchaient sur le front glacial soviétique sans vêtements appropriés. Les chars tombaient en panne sur les routes poussiéreuses du désert. Les lignes d'approvisionnement s'effondraient, les défaites se succédaient et le moral des troupes s'effondrait. Le peuple, qui avait autrefois acclamé la propagande guerrière de Mussolini, commença à remettre en question les sacrifices humains et matériels causés par son leadership. En juillet 1943, la guerre arriva aux portes de l'Italie. Les Alliés débarquèrent en Sicile, lançant une campagne à travers toute l'Italie, et cette invasion fut un coup fatal. La confiance qui avait autrefois soutenu Mussolini s'évanouit en un instant, et le peuple, épuisé par la guerre, aspirait au changement. Le roi Victor Emmanuel III cessa de soutenir Mussolini et passa à l'action.
lors d'une réunion du Grand Conseil fasciste, tenue pour la première fois en plusieurs années, le dictateur subit un vote de défiance surprise et quelques jours plus tard, il fut arrêté sur ordre du roi. Clara Petacci fut également détenue sur ordre direct des nouvelles autorités, mais fut libérée peu après. Cependant, la catastrophe avait déjà commencé, et sa relation avec Mussolini fut révélée au public pour la première fois. La liaison secrète, auparavant cachée sous le joug de la censure fasciste, et les privilèges accumulés grâce aux fonds de l'État furent exposés dans les journaux. Le choc fut énorme. Clara, qui n'avait été jusqu'alors que rumeur, photos occasionnelles et chuchotements de cour, devint l'objet de la haine publique. Le public la considérait comme une maîtresse égoïste, symbole de l'élite corrompue qui vivait luxueusement entre des colonnes de marbre tandis que l'Italie saignait. Pour beaucoup, elle incarnait la décadence morale et politique du régime fasciste. Mais l'histoire de Mussolini n'était pas encore terminée. En septembre 1943, un commando allemand dirigé par Otto Skorzeny mena une opération audacieuse dans les montagnes du Gran Sasso, libérant Mussolini détenu dans un hôtel isolé. Cette opération fut un grand succès pour la propagande d'Hitler et une humiliation pour le nouveau gouvernement italien. Immédiatement transféré en Allemagne, Mussolini rencontra Hitler et fut persuadé de diriger un nouveau gouvernement établi dans le nord de l'Italie, la soi-disant République sociale italienne. C'était en réalité un régime fantoche dépendant des forces allemandes. L'ancien empire fasciste s'était effondré, et Mussolini n'était plus le politicien dynamique d'autrefois, mais un vieil homme impuissant, vaincu jusqu'au plus profond de lui-même. Lorsque Clara apprit la libération de son amant, elle s'échappa de Rome à travers des zones de guerre dangereuses et des territoires instables pour le rejoindre. Malgré les dangers, malgré la division et la violence qui ravageait l'Italie, elle voulait rester à ses côtés. Ainsi, leur relation, qui devait rester secrète, devait maintenant être soigneusement cachée sous la surveillance des partisans et des forces allemandes. Constamment menacée, Clara fut accusée d'être la putain du régime, et son nom figura sur les listes d'exécution. L'Italie s'effondrait. Le sud était déjà occupé par les Alliés, et le nord était sous domination nazie. Les villes étaient mises bombardées, les civils fusillés, les ponts explosaient. Dans ce chaos, Mussolini et Clara vivaient dans la peur et la déchéance. Et même l'endroit où leur amour luxueux avait autrefois fleuri se fanait dans la misère misérable de la guerre. Pourtant, Clara ne l'abandonna pas. L'effondrement de l'Italie, le désespoir de l'Axe. En avril 1945, le paysage italien était le désespoir même. La fin de la Seconde Guerre mondiale approchait et l'effondrement de l'Axe était un destin inévitable. Les Alliés progressaient rapidement dans le nord, libérant ville après ville. Rome était déjà tombée aux mains des forces anglo-américaines quelques mois auparavant et maintenant la pression sur Milan était insupportable. L'étau se resserrait et face à la défaite imminente, les troupes allemandes battaient en retraite dans le désordre, abandonnant armes et positions et laissant de plus en plus leurs alliés fascistes à leur sort. Pour les partisans de Mussolini, la situation dépassait la simple difficulté pour devenir apocalyptique. Avec la disparition de la protection de la Wehrmacht, tous les membres du régime fasciste savaient qu'à la fois qu'ils feraient face à la haine d'un peuple trahi, affamé, massacré par la guerre et les fausses promesses du DUS. Ce pressentiment fut confirmé par la déclaration de la résistance italienne, les partisans. Ils proclamèrent fermement que tous les anciens responsables du régime fasciste seraient exécutés sommairement dès leur arrestation, sans exception. Pas de tribunal, pas de pitié, pas de temps pour plaider. La seule punition était la mort, et elle serait exécutée immédiatement. L'ère des discours théâtraux et des poses grandioses était terminée, et maintenant la peur devenait réalité. Dans les palais de la République sociale italienne, autrefois glorieuse, la peur commença lentement à s'installer, et des tentatives de négociation désespérées eurent lieu entre les émissaires de Mussolini et les représentants de la résistance. Diverses options furent discutées, une reddition officielle, un exil avec garantie, ou même une fuite secrète vers l'Amérique du Sud, l'Argentine ou le Brésil. Mussolini rédigea des messages diplomatiques ambigus et guetta les opportunités, mais les partisans furent clairs. Il n'y aurait aucune négociation avec les fascistes, et surtout,
Mussolini lui-même devait absolument faire face à la mort. Le 25 avril 1945, le destin commença à se rapprocher. Milan, dernier bastion du gouvernement fantoche, était sur le point de tomber. Dans la ville, la résistance se souleva et prit progressivement le contrôle des rues, des installations militaires et des bâtiments gouvernementaux. De plus en plus acculé, Mussolini rassembla ses plus proches collaborateurs et décida de fuir avec sa compagne la plus fidèle, Clara. L'objectif était d'atteindre le lac de Côme puis de franchir la frontière suisse. C'était un plan dangereux et presque fantaisiste, mais c'était la seule voie qui lui restait. Clara Petacci se trouva à ce moment-là à la croisée des chemins. Elle aurait pu partir. Avec protection, argent et un visage quelque peu connu, elle aurait pu cacher son identité dans le tourbillon de la guerre et vivre sous un autre nom. Mais elle fit un autre choix, non seulement fuir avec Mussolini, mais décider de rester avec lui dans une page de l'histoire. Malgré les dangers, sachant le destin déjà scellé, elle décida de ne pas l'abandonner. C'était une décision de loyauté, d'amour aveugle et d'obsession pour celui qu'elle considérait comme un dieu. Le matin du 26 avril 1945, un convoi de véhicules partit. C'était un convoi déguisé en fuite. Des véhicules remplis de ministres vaincus, d'officiers militaires en civil, de bureaucrates pâles et désespérés, ceux qui avaient autrefois gouverné le pays avec arrogance, tremblaient maintenant devant le peuple. Des soldats allemands se mêlaient également aux Italiens dans les véhicules, tentant de fuir vers le nord. Au centre se trouvait le couple le plus recherché d'Italie, Benito Mussolini, au visage vieilli et marqué par la défaite, et Clara, vêtue avec soin, le regard déterminé à rester à ses côtés. Leur voyage fut un cauchemar. Les routes étaient jonchées de barrages, de cratères causés par les bombardements, de débris et de détachements de partisans imprévisibles. À chaque village traversé, des rumeurs d'embuscades, de points de contrôle et de dénonciation de civils se faisaient entendre. Les partisans étaient déployés partout, dans les montagnes, sur les ponts, le long des rivières, et les Alliés se rapprochaient en maintenant une défense hermétique. C'était une peur comme traverser un champ de mines invisible. À l'intérieur des véhicules régnait un silence tranchant comme une lame. La tension flottait dans l'air. Certains chuchotaient à voix basse, d'autres se plongeaient dans la prière. Mussolini restait silencieux, figé à côté, comme pris de folie. Celui qui avait autrefois poussé tant de gens dans des cris de frénésie était maintenant réduit sur la banquette arrière d'un véhicule. L'objectif était simple et désespéré, atteindre Dongo, une ville au bord du lac de Côme, et de là trouver un passage sûr vers la Suisse. Mais déjà les fantômes de la guerre les attendaient sur le chemin. La fin n'était plus qu'une question de temps, l'arrestation de Mussolini. Le 27 avril 1945, le destin devint enfin réalité. Près du petit village de Dongo, un détachement de partisans locaux armés bloqua la route. Les véhicules durent s'arrêter et aucun échange de tirs n'eut lieu. Au lieu de cela, un lourd silence et un frisson s'installèrent. La résistance, ayant déjà entendu des rumeurs selon lesquelles des fascistes tenteraient de fuir, interrogea les passagers un par un. Des personnalités ministérielles, des secrétaires, des officiers de milice furent identifiés et l'heure de la vengeance approchait. C'est alors que Benito Mussolini et Clara Petacci, cachés dans ce véhicule, furent découverts. Mussolini portait un uniforme de la Wehrmacht et un casque allemand, tentant de s'échapper en se mêlant aux soldats allemands, et Clara était à ses côtés, tête baissée, fixant le sol. Pendant un instant, il y eut peut-être l'espoir de s'échapper, mais au moment décisif, un partisan nommé Urbano Lazzaro s'approcha et remarqua un passager. Quelque chose de suspect émanait de la forme de son visage, de ses lèvres tendues, de son regard calme. Lazzaro hésita, puis s'approcha, et même sous le casque allemand, il découvrit un visage dont on pouvait mesurer le poids des années. « Il Dujac » murmura-t-il. C'était bien lui. Benito Mussolini. Des années plus tard, Lazzaro se souvint de ce moment avec une précision presque chirurgicale. Il dit que le visage du dictateur semblait fait de cire, que ses yeux étaient vides comme si l'esprit était déjà parti. Il ajouta « On aurait dit qu'on y lisait du vide au lieu du sang, de la fatigue au lieu de la peur. »
L'homme qui avait dirigé les foules pendant des décennies par son éloquence passionnée n'était plus qu'un spectre. Les Allemands proposèrent de négocier, disant qu'ils pourraient à Auschwitz se déplacer en toute sécurité s'ils livraient tous les Italiens. Sans hésitation, l'offre fut acceptée et Mussolini et Clara furent séparés du groupe et isolés. Cette nuit-là, ils furent détenus dans un détachement temporaire à Mezzegra. Ils restèrent dans des pièces séparées, Mussolini sous garde rapprochée, Clara isolée seule. Il subsistait peut-être un faible espoir que les Allemands mènent une opération de sauvetage supplémentaire, comme lors de l'incident du Grand Sasso 2 ans auparavant, mais l'Empire s'était déjà effondré. Hitler s'était retiré dans son bunker à Berlin. Il n'y avait plus d'aide. Le matin du 28 avril 1945, Clara retrouva enfin Mussolini. Les deux étaient assis côte à côte comme des prisonniers condamnés par un tribunal invisible. Clara lui prit la main et Mussolini avait presque perdu la parole. La nouvelle de l'arrestation s'était déjà répandue dans tout Milan et la radio de la résistance lança des cris de victoire. Mussolini a été capturé par les partisans. La foule dans les rues réclamait du sang. Un chef de la résistance cria dans un microphone. Nous savons qu'il n'est pas assez précieux pour qu'un peloton d'exécution collective soit un honneur. Il mérite de mourir comme un chien pourri. La haine collective était absolue, et dans cette atmosphère, le verdict final fut rendu. Qui donna l'ordre final reste controversé à ce jour. Certains disent que Leonov, que l'ordre fut donné par le haut commandement de la résistance communiste à Milan, peut-être par Luigi Longo, chef du Parti communiste italien, tandis que d'autres soutiennent qu'il fut décidé de manière plus locale et improvisée. Mais le responsable de l'exécution était déjà désigné. Son nom était le colonel Valerio, Walter Audisio, alias le colonel Valerio. C'était un communiste strict qui considérait Mussolini non pas simplement comme un ennemi politique, mais comme le symbole d'une guerre sale qui avait opprimé et trahi la nation. Pour lui, l'exécution était plus qu'une simple application de la justice. C'était un acte symbolique de rupture avec le passé. Audisio partit de Milan avec un autre résistant communiste nommé Aldo Lampredi, se rendit à Dongo à l'aube du 28 avril 1945, récupéra les prisonniers et les transféra discrètement dans une ferme voisine. Il fut décidé de procéder à une exécution sommaire planifiée sans procès ni public. Ils montèrent dans un véhicule et se dirigèrent vers le petit village de Giulino di Mezzegra, dans le nord de l'Italie. Le lieu d'exécution fut soigneusement choisi, devant la Villa Belmonte, sur une courbe de route isolée dans un endroit reculé. Un lieu sans témoins, sans tumulte public, un endroit tranquille suffisant pour être leur dernière scène. À 16h10, le 28 avril 1945, Benito Mussolini et Clara Petacci reçurent l'ordre de descendre du véhicule. Ils descendirent sans un mot, et Clara, tenant toujours la main de Mussolini, marcha avec lui jusqu'au mur de pierre de la villa. Personne ne protesta, personne ne demanda pardon. Ils connaissaient leur destin et l'acceptèrent. Le dernier moment approchait. Le contenu vous plaît-il ? Avez-vous déjà abonné à la chaîne ? Activez la cloche de notification et appuyez sur j'aime pour ne pas manquer les nouveaux contenus. Si vous souhaitez soutenir notre travail, laissez un commentaire ci-dessous disant « Je veux plus d'histoire ». Cela nous aide à toucher plus de personnes et nous donne une grande force pour continuer à produire des vidéos. Maintenant, respirez profondément, car il est temps d'examiner en détail la mort de Mussolini et de sa maîtresse, les derniers instants de Mussolini et Clara, l'exécution des amants. Les derniers moments de Benito Mussolini et Clara Petacci sont enveloppés de versions contradictoires, de silences inconfortables et de souvenirs fragmentés. Le temps n'a pas résolu les questions, mais a plutôt rappelé que cet après-midi d'avril n'était pas une simple exécution, mais un acte de vengeance historique planifié dans le vide, laissé par plus de 20 ans d'oppression. L'exécuteur Walter Audisio décrivit Mussolini comme un homme vaincu, pitoyable et presque lâche. Selon lui, l'ancien dictateur tremblait, incapable de tenir sur ses jambes et ne pouvait pas articuler correctement ses mots. En revanche, un témoin nommé Aldo Lampredi contredit cela, affirmant que Mussolini était épuisé mais ne suppliait pas, qu'il était dans un silence n'attendant plus rien du monde.
comme si son destin avait été décidé depuis longtemps. Ce silence imprégnait tous les témoignages. Clairement, il n'y eut aucune tentative d'excuse ou de fuite, et l'homme qui avait poussé tant de gens dans des cris de frénésie mourut calmement au dernier moment. De plus, les derniers mots attribués à Mussolini, « tirés sur mon cœur », sont également très controversés. On ne sait pas s'il a vraiment dit cela, ou si ce n'est qu'une légende pour la fierté finale et l'idolâtrie. Clara resta aux côtés de Mussolini jusqu'à la fin. Sans obligation envers le régime ni fonction officielle, elle avait marché avec lui sur le chemin du profond désespoir depuis 1943, et au dernier moment, sentant pour espérer la pitié, elle resta simplement à ses côtés. Ainsi, elle inscrivit son nom dans l'histoire italienne comme symbole de dévouement tragique. À 16h10 le 28 avril 1945, devant le mur de pierre de la Villa Belmonte, Walter Odisio pointa sa mitraillette. Le silence du village fut déchiré par de brèves détonations, et Mussolini tomba le premier, suivi de Clara. Les deux corps heurtèrent presque simultanément le mur et s'effondrèrent. Les coups de feu résonnèrent un moment sur la route, puis furent recouverts d'un silence lourd et conscient. Benito Mussolini, qui avait gouverné tout le pays d'une main de fer, était mort, et celui qui avait autrefois été appelé « Il Douce » et s'était tenu à la tête de la révolution fasciste, gisait maintenant tordu sur la pierre froide. À ses côtés se trouvait la jeune femme qu'il avait aimée aveuglément pendant 13 ans. Clara Petacci perdit la vie en paiement du choix qu'elle avait fait pour l'amour ou le destin. Mais la cruauté ne faisait que commencer. Qu'est-il advenu des corps ? À l'aube du 29 avril 1945, les corps de Benito Mussolini et Clara Petacci, ainsi que ceux des principales personnalités du régime fasciste, furent précipitamment chargés dans un camion militaire et transportés. Le destin semblait déjà scellé. Leur destination finale était la Piazzale Loreto, au centre de Milan. Le choix de ce lieu était hautement symbolique, destiné à renverser le souvenir de quelques mois auparavant, lorsque 15 partisans avaient été exécutés sur cette place par les forces fascistes et exposés au soleil en guise d'avertissement. Vers 9h du matin, les corps furent jetés dans la rue comme des ordures. Sans cérémonie, sans silence respectueux, la nouvelle se répandit rapidement dans les rues de Milan, et une foule se rassembla. Ce fut un spectacle de colère collective, une explosion émotionnelle d'une nation tachée de sang. Des citoyens ordinaires, hommes, femmes, jeunes et vieux, survivants de la guerre, veuves, orphelins, se pressèrent autour des corps, criant, crachant, donnant des coups de pied et même urinant dessus. Des pierres, des ordures, des bouteilles, même des légumes pourris furent jetés, et certains tentèrent d'arracher des morceaux de vêtements. D'autres se contentèrent de pleurer. Le visage de Mussolini fut sauvagement mutilé au point d'être méconnaissable, et Clara subit la même destruction. La jeune femme, qui avait autrefois été le symbole de l'élégance fasciste, gisait maintenant comme un cadavre sur l'asphalte. Pour empêcher la destruction complète des corps, les partisans prirent une décision extrême. Ils suspendirent les corps à l'envers à des crochets de boucherie, les exposant sur une structure métallique. C'était une image cruelle et brutale, mais elle visait à empêcher la destruction totale des corps et à exhiber au public le déshonneur complet du régime fasciste. L'image de Mussolini et Clara suspendus ensemble resta l'une des images les plus choquantes du XXe siècle. Ce n'était pas simplement l'exécution d'un dictateur, mais l'acte final, symbolisant la fin de l'oppression, de la guerre et du culte de la personnalité. Vers 14h, les forces américaines arrivèrent, contrôlèrent la foule et récupérèrent les corps. L'autopsie confirma que Mussolini avait été touché par 7 à 9 balles, dont une au cœur, et que l'exécution avait été rapide, mais les actes cruels qui suivirent n'y furent délibérément orchestrés. Son corps fut enterré dans une tombe anonyme, mais même la mort ne garantit pas le repos. En 1946, des fascistes fanatiques volèrent ses restes dans la confusion, et ce n'est que des années plus tard qu'il fut finalement enterré à Predappio. Clara Petacci fut également récupérée par sa famille dans la dignité et enterrée à l'abri des condamnations publiques. Mais l'exécution de Mussolini et Clara eut de grandes répercussions au-delà des frontières italiennes. La nuit où les corps de Mussolini et Clara furent exposés sur la place, Adolf Hitler, isolé dans le bunker de la chancellerie à Berlin, fut informé de cette scène.
Cette image lui inspira une grande terreur, et Hitler, qui avait considéré Mussolini comme un maître et un allié pendant des décennies, réalisa que s'il était capturé, il subirait le même sort. Alors, le 30 avril 1945, Hitler se suicida avec sa compagne Eva Braun et ordonna que tous les corps soient incinérés pour éviter qu'ils ne soient exposés au public. En 24 heures, les deux dictateurs qui avaient divisé l'Europe étaient morts. L'un massacré sur une place publique, l'autre brûlé pour éviter l'humiliation. Cela signifiait l'effondrement politique, symbolique et moral des régimes fascistes européens. La mort de Clara Petacci revêt également une signification sombre. Elle ne mourut pas à cause de ses propres actions, mais à cause d'un destin causé par une loyauté aveugle. Comme Eva Braun, elle perdit également la vie à cause de l'amour ou du dévouement, et les femmes aux côtés de dictateurs, sans armes, payèrent souvent le même prix. L'exécution de Mussolini et Clara fut précipitée, mais ce qui suivit fut clairement intentionnel. C'était un avertissement brutal à tous les tyrans du monde. Sans procès, sans pitié, la justice viendrait avec colère, sueur et sang. La mort de Mussolini ne signifiait pas simplement la chute d'un homme, mais la fin d'une idéologie, l'effondrement d'un empire rempli de vanité et de violence. Celui qui gouverne par la peur finit par mourir de la haine. Qu'avez-vous pensé de ce contenu ? Connaissiez-vous déjà le destin cruel de Benito Mussolini et Clara Petacci ? Laissez un commentaire sur les sujets que vous aimeriez voir traités dans les prochaines vidéos. Vos opinions sont toujours une grande force. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et d'appuyer sur j'aime. Votre participation nous donne directement de la force. Merci d'avoir fait ce long voyage avec nous, mais ne partez pas encore. Regardez maintenant la vidéo étonnante qui apparaît sur votre écran. À bientôt.